commencer peut-être. Oui, je vous ai mis le plan du cours parce que tout ça, ici je ne vous ai pas trop parlé de ça parce que le devoir de mémoire pour Bertrand Barrère, là, c'était le culte des grands hommes. Mais alors, des grands hommes, si je vous les citais, là, vous en connaissez aucun, et moi non plus. À part peut-être le chevalier de Barbazan. Le chevalier de Barbazan, c'était un peu le Bayard de notre région. Vous voyez? Et donc, il était connu pour ça. Et la culture et le devoir de mémoire, c'est ça. Dans ses lettres, Bertrand Barrère déplore qu'à Tarbes, il n'y ait pas davantage de libraires, par exemple. Il cherche toujours des bouquins, même de ses publications, qu'il ne retrouve plus. Alors il demande aux uns et aux autres si on peut les trouver par là. Il faut dire qu'il est pauvre, hein. Et il espérait un temps que Louis-Philippe, qui lui a permis de rentrer, puisqu'il était exilé en Belgique, hein, après la chute de Thermidor, là, de Robespierre, il a été accusé, donc il a été proscrit, et il a pu rentrer grâce à Louis-Philippe, mais il espérait une pension de Louis-Philippe. Il espérait, mais il espérait en vain. Bon, en tous les cas, pour vous dire qu'il est pauvre, en plus, il est malade, en plus, il est sourd. Donc, les mots de la vieillesse, enfin, on connaît ça. Hein. Et donc, on va passer, mais rapidement en revue, ce qui s'est passé pendant la Révolution à Tarbes. Et la première des choses, c'est que on a imposé une nouvelle religion. Nouvelle religion, d'ailleurs, rappelez-vous, dans les cahiers de doléances, la plupart demandaient la suppression des ordres religieux, puisqu'ils étaient très peu nombreux, hein, c'est-à-dire des couvents, des monastères, et leurs biens adjugés au fisc. Comme il disait. Donc la dette de la nation était comblée grâce aux biens des ecclésiastiques. Donc ils n'ont plus de biens, ils n'ont plus de quoi vivre, si vous voulez. Et par conséquent, la religion nouvelle va s'occuper d'eux. Première chose, on va avoir un clergé qui va devoir choisir alors regardez ici, d'après l'abbé Rico, dont je vous avais montré l'ouvrage là, coup de canon et Te Deum. Le corps municipal a délibéré que le 14 juillet serait célébré comme une fête sacrée, que pour donner à cette fête toute la pompe qu'elle requiert, Monsieur le maire de Lourdes, les officiers municipaux et les commandants du château seraient priés de vouloir délivrer à la ville de Tarbes 2 pièces de canon, de la faire suivre d'un canonnier pour diriger le feu, en outre de vouloir bien céder de la poudre pour 20 décharges successives dont le montant leur sera payé. Il a été encore délibéré que dans une des places de la ville, une messe serait dite sur un autel dont la structure serait confiée à l'ingénieur et à l'architecte de la ville et l'ornementation aux jeunes citoyennes. De plus, on devait déléguer auprès de monsieur l'évêque pour le prier de célébrer la messe et de chanter un Te Deum. Donc au départ, nous sommes un an après le 14 juillet 1789 et la fameuse prise de la Bastille, qui en elle-même n'est pas un événement militaire, vous savez, mais c'est surtout les conséquences qu'elle a eues. Et
vous voyez que le château de Lourdes est toujours propriété de l'État, qui accueille un certain nombre de soldats, de toute façon, et c'est le seul à posséder dans le département des canons. Donc tout a l'air de se passer très bien là. Mais il se trouve que on va voter, l'Assemblée va voter ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé. Et la constitution civile du clergé, elle va commencer à séparer le clergé en deux clarons. Ceux qui acceptent, ceux qui refusent. Et le pape soutient ceux qui refusent. Il a condamné absolument la constitution civile du clergé. Alors, notre évêque ici, en Bigorre, s'appelle Deguin-Montagnard. C'est un homme sans doute assez rigide, avec des principes. Et lui, il n'est pas d'accord. Hein. Donc, il prend le chemin de l'exil, mais pas très loin. Hein. Il va d'abord au Pays Basque espagnol, là, tout près de la France. Puis ensuite, il va se réfugier en Aragon. Et de là, il va téléguider quelques idées, quelques textes, si vous voulez, qui va faire tenir à son clergé, parce que le clergé s'est séparé en deux. Le clergé constitutionnel qui accepte la nouvelle constitution civile du clergé, vous voyez, donc on les appelle constitutionnels, ou alors on les appelle jureurs. Ils ont juré fidélité à la Constitution. Et d'autre part, vous avez ceux qui s'opposent, qu'on va appeler les réfractaires. Et ce qui va vraiment séparer la France, c'est ces questions religieuses. À l'instant, le courrier expédié le matin vint annoncer que M. l'évêque approchait. Messieurs les officiers et notables présents se placèrent à la tête du piquet. Vous savez, le piquet, c'est un groupe de soldats, hein, simplement. Et se rendirent avec lui au son des tambours et de la musique sur la route de Toulouse. La voiture fut bientôt annoncée par les cloches des municipalités voisines et par des cris de joie d'un peuple nombreux qui marchait sur ses pas. Arrivé près de la troupe, il est descendu de voiture, a reçu l'hommage de la municipalité, les embrassements de ses amis, donc il est connu. Il est connu dans le coin. Et le salut de la garde nationale par une première décharge de mousqueterie. On tirait beaucoup, vous voyez, mais en l'air. Tassé au centre du piquet avec messieurs les officiers municipaux et notables, M. Moulinier, c'est le nom du nouvel évêque, hein, a été conduit au son d'une musique bruyante, des tambours et des cloches, dans toute la ville, jusqu'au séminaire, où une seconde décharge de mousqueterie et les cris de joie répétés de tous les citoyens ont de nouveau célébré le retour du prélat. Avant de se séparer de la garde nationale, M. l'évêque s'est porté dans tous les rangs pour lui exprimer les sentiments de sa reconnaissance et tous les officiers ont reçu ses embrassements. Vous voyez, on a beau être évêque, on a quand même le sens de la hiérarchie. Il ne peut pas embrasser tout le monde non plus. Bon. Alors, ça c'est le premier évêque constitutionnel, puisque l'autre, il s'est exilé, il n'a pas accepté. Donc, qui est ce Moulinier? Eh bien, c'est une figure tarbaise, puisque c'est le doyen, si vous voulez, des doctrinaires qui étaient les professeurs du collège de Tarbes. Car, contrairement à Auch ou à Pau, ici, on n'a pas eu les jésuites, qui étaient un autre ordre enseignant. Et les jésuites, eux, étaient des fidèles de la politique du pape.
si vous voulez. Les doctrinaires n'étaient pas dans cette optique-là. Ils étaient pour un clergé plus indépendant, en France. Et Molinier était donc le doyen, en quelque sorte, le recteur, puisqu'on est dans un établissement religieux, le recteur du collège. Donc il était connu. Et Jean Castex, qui était historien, ne confondons pas, Jean Castex, historien, qui a fait une thèse de troisième cycle sur le clergé à cette époque-là, en Comminges, il a comparé avec la Bigorre. Bon. Et lui, il dit que ces doctrinaires et leur enseignement expliquent que le clergé bigourdan va être globalement très jureur. Plus des 2/3 et même un peu plus. Presque les 3/4. Et donc, par rapport à la France, où en France on a presque moitié-moitié entre jureurs, et ils sont un peu plus nombreux, mais pas beaucoup plus que les réfractaires. Donc on est un département jureur. S'il vous plaît, oui. Comment les évêques étaient désignés à ce moment-là? Mais c'était par proposition du clergé ou non? Théoriquement, c'est le pape qui signe la nomination finale, théoriquement, mais en fait, là, ça va être l'État, puisqu'il y a une constitution civile du clergé. Donc là, ils reviennent de Paris, d'ailleurs, où on l'a confirmé dans son poste, en quelque sorte, au ministère, enfin, à la personne qui s'occupe des cultes, quoi, tout simplement. Et donc, nous sommes un département jureur, et à Tarbes, même, c'est pire, puisque à Tarbes, vous avez 82% de jureurs. Vous voyez, les 4/5 du clergé tarbais sont jureurs, donc ils sont pour le changement. Alors, moyennant quoi, en étant jureurs, ils sont théoriquement payés, enfin, ils sont payés par l'État. Ils n'ont plus les biens qui leur servaient à vivre, donc ils sont payés par l'État. C'est toute la différence aussi. Alors, je vous montrerai après le défilé des assemblées, mais qu'en est-il de Bertrand Marère? Bertrand Marère, donc député aux États généraux, ne peut pas se représenter aux législatives, tout simplement parce qu'un certain député d'Arras qui s'appelle Robespierre a fait adopter l'idée que tous les députés de la législative seront nouveaux. Donc il ne peut pas se représenter. Il attendra donc un peu plus tard. Les Barrères et leurs alliés jouèrent localement un rôle décisif en juin 1793 pour contrer l'initiative des Girondins dirigeant la révolte du département du Sud-Ouest contre la Convention. Le renouvellement des autorités administratives à partir d'août 1793 marque sans doute l'apogée de leur influence dans le département pendant la période révolutionnaire. Autour du représentant du peuple qui s'appelle Monestier du Puy-de-Dôme, ils occupent des fonctions clés dans 3 institutions décisives. Le directoire du département, celui du district de Tarbes et le comité de surveillance de Tarbes. Ça commence à en dire long, comité de surveillance. Il va y avoir donc des suspects. Donc,
Dans un premier temps, tout semble parfait dans les Hautes-Pyrénées, vous voyez, c'est-à-dire que la saisie des biens du clergé a été très bien acceptée, pas de problème. Les premières élections, pas de problème non plus. Le maire s'appelle Fondeville Labattu, c'est un modéré. Donc on a vu la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 qui est fêtée tout à fait solennellement. Donc à partir de la mi-1790, de la moitié, enfin du 12 juillet 1790, jureurs et réfractaires vont s'affronter. Donc vous voyez, le département 77% de jureurs, la France à peine 52. Je vous ai dit, on est à peu près moitié-moitié en France. Hein. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est 89% dans le district de Tarbes. Je vous ai dit 82. Et Molinier, ancien recteur des doctrinaires, est le premier évêque constitutionnel. Je vous l'ai dit, l'ancien évêque de Guin-Montagnac émigre en Espagne et va jouer un rôle en Soumaine, hein, parce qu'il n'est pas très loin, en Aragon par exemple, hein, à Montserrat. Et donc il va entretenir un climat, il va soutenir les réfractaires, lui, bien sûr, hein, mais il va entretenir un mauvais climat. Voilà ce que je voulais vous dire là. Épisode sommaire de la Révolution, c'est un petit rappel. Les États généraux se transforment en assemblée constituante, c'est-à-dire qu'ils ne se sépareront pas avant d'avoir donné une constitution à la France. L'Assemblée législative, donc, c'est celle qui a fort à faire, qui maintient la royauté, bien sûr, hein, mais on va, avec la nouvelle constitution, vers un régime de monarchie constitutionnelle, si vous voulez, de monarchie un peu sur le type anglais. Mais la fuite du roi va tout changer, en ce sens que on est obligé, à cause de l'intervention populaire, de déclarer que le roi est un traître, il a fui pour rejoindre l'armée ennemie. Donc on ne peut pas les modérer, c'est bien hein, de le maintenir comme roi constitutionnel, mais on ne peut pas du fait du peuple qui intervient. Et le peuple, sous la Révolution, on appelle ça les sans-culottes. Voilà. Et puis ensuite vous avez la Convention, donc ça va être la chute de la royauté, et n'oublions pas que Bertrand Barrère a présidé l'Assemblée qui a condamné le roi à mort. Hein. Alors ça, il y en a qui ne lui ont pas encore pardonné de nos jours. Oui, parce que je vous rappelle qu'on l'appelait l'anacréon de la guillotine, c'est-à-dire le chantre, celui qui savait englober dans les discours lénifiants, si vous voulez, les pires mesures qui ont été prises. Alors ces mesures, la Convention va les prendre, et c'est ce qu'on a appelé la terreur. Pourquoi? Parce que la France est complètement aux abois. Vous avez la guerre civile qui menace, vous avez les Chouans en Vendée, vous avez la Bretagne, ça c'est une chose. Vous avez ensuite à l'Assemblée les Girondins, vous l'avez vu dans le texte, les Girondins qui se séparent, qui sont les modérés si vous voulez, et qui veulent
séparer les départements du sud-ouest de l'autorité de la Convention. Et puis vous avez les montagnards, les extrémistes, évidemment. Alors ils installent un régime de terreur parce qu'il y a aussi non seulement les problèmes à l'intérieur, donc menace de guerre civile, mais aussi la menace extérieure. Et la menace extérieure, c'est que la France est encerclée. Au sud, les Espagnols, de l'autre côté, les Autrichiens, vous voyez, les Prussiens, les Anglais, enfin tout le monde se ligue contre la Révolution, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle la terreur, avec des mesures assez, enfin très dures, hein, dans certaines régions au moins. Les mesures très dures, ça va être d'abord de dresser la guillotine, de créer des tribunaux révolutionnaires qui vont juger les suspects. Et on en arrive à ce paradoxe, c'est que les tribunaux révolutionnaires, dans certaines régions, vont voter la mort ou rien. C'est-à-dire celui qui est déclaré un peu coupable, celui qui est déclaré très coupable, la mort. Celui qui est déclaré un peu coupable, c'est la mort quand même. Vous voyez, donc la mort, c'est la seule mesure qu'il prend. À moins que la personne soit déclarée innocente. Hein. Mais bon, prouver son innocence, c'est pas très facile à l'époque. Hein. On est suspect pour des quantités de choses. Quel sera l'effet de la terreur ici sur Tarbes? Sera-t-elle très actif ou... Justement, on va le voir. Ah, d'accord. On va le voir. Et on a dressé quand même la guillotine à la place Marcadieu. Hein. Mais enfin, vous avez un représentant en mission qui s'appelait Carrier, qui était à Nantes. Lui, il envoyait les gens, il mettait les gens sur des bateaux. Au milieu de la Loire, il les coulait. La Dour n'était pas assez profonde, c'est pour ça. Peut-être. Bon, et après, vous voyez, on a le consulat, où vous avez donc 3 consuls qui vont diriger le pays, et Bonaparte sera l'un d'eux. Hein. Et puis, ensuite, bien sûr, l'Empire, quand il prend le pouvoir. Bon. Alors, continuons. La terreur va imposer d'abord une nouvelle religion. Et ce qui tombe très mal, c'est que le représentant en mission, alors vous savez, les représentants en mission sont des gens envoyés par le pouvoir central pour appliquer les mesures révolutionnaires dans les départements. Il y a au moins un représentant en mission par département. Et notre monestier, là, c'est un ancien curé défroqué. Donc la religion, il l'a particulièrement dans le viseur, si vous voulez. Le temps est morose. Un brouillard épais couvre la ville. La pluie tombe par intervalles. On dirait que c'est fait exprès. Mais dans ce jour auguste, les fronts sereins rayonnent sous l'ondée. Les cœurs joyeux s'épanouissent. Les hymnes civiques font fureur, célébrant la victoire éclatante de la raison et de la fraternité. C'est beau, hein? Donc, on s'achemine vers ce qu'on a appelé le culte de la raison. Le cortège s'organise lentement, puis vers midi s'ébranle dans la direction de la cathédrale. Les officiers de la régie des charrois de Pau, sabre au clair, leurs chapeaux entourés de chapelets, des cartons d'autel attachés à la croupe de leurs chevaux, ouvrent la marche. Suivent les tambours de la garde nationale par groupe de 3. Alors la garde nationale, c'est une garde bourgeoise, c'est-à-dire c'est simplement un certain nombre de citoyens qui sont
désignés comme garde nationale. Hein. Donc ils fournissent plus ou moins leur équipement et c'est une sorte de police, si vous voulez. Suivent les tambours de la garde nationale par groupe de 3. Le premier groupe attire particulièrement l'attention. Ces 3 membres s'avancent en vêtements sacerdotaux de couleur noire, évidemment, la tête coiffée du bonnet carré. Celui du milieu représente l'officiant. Les 2 autres servent de diacre et de sous-diacre. La musique militaire qui vient après les tambours joue des airs patriotiques. Les membres du département, du district, de la municipalité, du conseil général de la commune, du comité révolutionnaire et des différents tribunaux défilent après la jeunesse, tous décorés de plumées, médailles, écharpes et autres insignes qui les distinguent les uns des autres. La société populaire, également présente, accompagne les personnages officiels. Voici, vêtu en sous-diacre, un homme à face de brigand qui arbore une grande croix, 2 gars en surplis faisant fonction d'acolytes. Une troupe d'enfants chargés de croix et de statues dépouillées des églises, 8 hommes portant sur des civières des monceaux de livres liturgiques, 30 à 40 misérables travestis en diacre, sous-diacre, autour d'un célébrant en chape qui parodie des chants funèbres mêlés d'imprécations. Le mannequin du pape, traîné par 3 ânes sur un tombereau, ou un singe en froc de capucin, fait face au bourreau et joue le rôle de confesseur. Vous voyez, c'est le carnaval avant l'heure. Hein? Oui. Donc, après la religion, alors Monestier du Puy-de-Dôme, avant de dire ce qu'il a fait pour la religion, on peut voir son portrait ici. Ce prêtre dissolu qui a perverti les mœurs, tourmenté l'opinion, prononcé le scandale, renversé les autels, prêché la débauche. Le linge des églises a couvert sa table, 20 calices y ont remplacé les verres. Gorgé de vin et de viande, il a tenu les séances de la société dite populaire. Il a commandé aux femmes d'y assister pour les insulter, pour se vanter en leur présence de ses orgies, de ses prostitutions, de ses lubricités du temps même qu'il était moine. Il a toléré, commandé, multiplié l'assassinat. Vous voyez que c'est un portrait très flatteur. En tous les cas, au niveau de la religion, il impose la fermeture de toutes les églises. Celles qui restent ouvertes sont transformées en temples de la raison, comme on l'a dit. Et vous avez vu la parodie de possession religieuse, là, absolument, enfin avec lui, hein, on est absolument contre la moindre référence à la religion traditionnelle. Hein. Mais il ne va pas être obéi. Beaucoup d'églises restent ouvertes quand même, malgré ces déclarations. Donc plus que jamais, les Français sont partagés au niveau de la religion. Et le mécontentement est grand parce que le ravitaillement est très difficile. On a pratiquement les plus mauvaises années, dans l'année 1789 notamment, on a les plus
mauvaises années au niveau du climat, de la récolte, etc. Donc on a des pénuries importantes et vous avez bien sûr, pour corser le tout, une émeute sur le marché de Tarbes. Ce jour-là, 13 septembre 1798, dès 6 heures du matin, l'administration centrale dépêcha quelques fantassins et des gendarmes, la garde nationale ayant obstinément refusé son service. Voilà le problème aussi. Ce qui s'est passé même pour la prise de la Bastille. Les gardes françaises sont passées du côté des émeutiers. Et eux, ils savent tirer au canon, ils savent manier des fusils. Donc vous voyez, peine perdue. Peu à peu, aux premières heures, une foule considérable converge vers la ville avec un long cortège de plusieurs centaines de chars et charrettes et près de 2600 paires de bœufs. Aux 4 barrières, les préposés c'est ce qu'on a appelé un peu plus tard les barrières d'octroi. Les préposés à la perception des droits de passe. Ce n'était pas les droits d'octroi, là, ça s'appelait les droits de passe. Ne tardent pas à être débordés par cette masse impatiente et décidée. Ils sont invectivés, traités de voleurs, pilleurs, assassineurs de route et menacés. Bientôt des pierres sont lancées, dont certaines avec des frondes. Bâtons et hauts volants se déploient. Vous savez qu'est-ce que c'est, au volant? Non. Non, c'est une espèce de faucille à longue manche qui est très, très utilisée pour défricher, par exemple. Bâtons et hauts volants se déploient. Une à une, les 4 barrières cèdent sous la poussée. Celle du pont de la Dour est brûlée et remplacée par 2 poteaux sur lesquels on place l'inscription « Vaincre ou mourir », tandis que sur l'autre, on dispose des guirlandes de fleurs. Les registres et la correspondance des préposés sont incendiés. Je dirais malheureusement, parce que dans les archives, il n'y a plus rien de ces registres. La force armée, attaquée de l'extérieur et prise à revers de l'intérieur par des tarbés venus aider les assaillants, doit s'enfuir. C'est le triomphe pour les insurgés qui se rendent place Marcadieu et y tiennent marché. Sans payer, évidemment, les droits de passe. Donc, le marché de Tarbes, c'est ça. Chaque fois qu'il y a une augmentation des droits, vous êtes sûr qu'après, ça va mal finir. Sauf que, un peu plus tard, on le verra, ça va encore plus mal finir parce qu'il y aura des morts. Vous vous rappelez que je vous ai dit que la gendarmerie, on l'a installée place du Marcadieu, pratiquement entre le Foirail et le Marcadieu. Il y a une bonne raison, hein? Donc, vous voyez, on a survolé tout ça, bien sûr. Mais la terreur, donc Monestier, alors cette nouvelle politique comporte la déchristianisation, donc la parodie d'enterrement de la religion catholique, la fermeture des églises transformées en temple de la raison, alors, il renomme les noms des communes. Saint-Laurent-de-Nest devient Beaulieu. Aussin, par exemple, qui porte la famille des qu'est-ce qu'ils étaient? Marquis d'Aussin. Hein? Eh bien, Aussin est transformé en Beauvais de Paris. Vous allez vous dire, Beauvais de Paris, ça ne vous dit rien. Eh bien, c'était le nom d'un jeune qui s'était illustré dans une escarmouche armée, là, et
Donc un jeune qui est considéré comme un héros. Donc Beauvais de Paris, c'est aussi le nom de la place de la cathédrale. Elle s'appelle place Beauvais de Paris. La place Montbourguet s'appelle place de la Révolution. Saint-Jean devient place des sans-culottes, etc., etc. Tout ce qui a un rapport avec l'ancien régime, l'ancienne religion, etc., évidemment. Alors en plus, la situation est pressante au point de vue militaire, on l'a vu. Donc on utilise la préfecture, ancien palais de l'évêque, rappelez-vous, on utilise la préfecture comme dépôt de vivres pour l'armée, et les anciens couvents sont transformés en casernes. On arrive à fondre les cloches pour faire des canons, par exemple, à recueillir le salpêtre dans les vieux murs pour faire de la poudre. Donc Monestier du Puy-de-Dôme fait également, écarte les modérés. C'est le cas de le maire de Tarbes qui avait été élu, on va appeler Fondeville. C'est un modéré, donc il va l'écarter, bien sûr. Et en plus, il dresse la liste des suspects qui sont arrêtés et emprisonnés. Il y en aura jusqu'à 170, parmi lesquels Jean Barrère, cousin de Bertrand. Et Bertrand Barrère, qui à l'époque siège donc au comité de salut public, donc Bertrand Barrère essaie par tous les moyens de faire élargir son parent. Là, ensuite, quand même, toutes ces magouilles à l'intérieur du département déplaisent au clan Barrère, qui va s'occuper, évidemment, de Paris, le faire changer de lieu et nommer un nouveau représentant en mission. Toujours est-il que la guillotine est dressée place du Marcadieu et qu'on aura environ 7 ou 8 têtes tranchées. C'est le foirail ou le Marcadieu? Oui, bonne question. Je crois que c'est le Marcadieu quand même. Le Marcadieu. Donc c'est une confusion à C'est pas loin. l'écriture. Donc la guillotine est installée. Qui va-t-on guillotiner? 3 paysans d'Azerex. Oh. Oh, mais Oh. C'est pour ça qu'il y a le crématorium. Ah oui, c'est le crématorium. Alors il paraît qu'un soir, ils avaient crié à bas la révolution, etc. Ils étaient peut-être sortis du cabaret l'instant avant, vous voyez. Donc ceux-là, ils vont y laisser leur tête quand même. 2 prêtres réfractaires, Ah, mais aucun du département. L'abbé d'Agos, il était abbé, enfin, il dépendait de l'église de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, voyez, et un autre prêtre était basque. Et ensuite, il y a au moins un marin qui avait déserté. Mais originaire Non, un marin, on n'en a pas tellement de marins ici. Non, je crois qu'il venait de la côte basque lui aussi. ah. Donc vous voyez, pour une raison ou pour une autre, mais sans doute que ce n'est pas le hasard, il n'y a eu aucun aux Pyrénées qui est passé par la guillotine. Sauf les trois malheureux paysans d'Azerex. Et elle est restée en place combien de temps?
Comment? Et elle est restée en place combien de temps, la guillotine? Oh, quelques mois, Ah oui, seulement. quelques semaines, quelques mois, même pas trop, non, pas trop longtemps. Justement parce qu'on a réussi à faire partir Monestier de Puy de Dôme, qui a eu d'ailleurs une carrière assez... Il est parti présider le club des Jacobins, je crois. Quelque chose comme ça, qui jouait un rôle important. Ça veut dire que la situation politique dans le département était plutôt calme. Oui, Il n'y avait pas vraiment de contestation. mais ça s'explique pas à la base, hein, ça s'explique par le clergé. Hein. Oui. Et la majorité de jureurs et la grande majorité de jureurs. Hein. De toute façon, les prêtres réfractaires à ce moment-là, ou ils s'exilent, ou alors ils sont obligés de se cacher hein, au moment de la terreur. Là, hein. Après, Bertrand Barrère sans doute, ou le clan Barrère, enfin en tous les cas, les gens replacés en relation avec le clan font délivrer les suspects arrêtés et incarcérés. Là. Donc vous voyez, ça se passe quand même, ça s'est passé quand même plutôt bien, visiblement, étant donné les circonstances. On parle des prêtres, mais qu'est-ce qu'il en est des religieuses, des femmes? Oui, mais elles ont été obligées d'abandonner leur couvent, hein. Donc on n'en parle pas beaucoup. Elles sont obligées de faire un métier, quoi. Hein. Elles ont dû se reconvertir. Là, hein. De toute façon, les religieuses, elles n'étaient pas très mal vues parce qu'elles étaient enseignantes dans les départements. Hein. En général. En général. Sauf quand même les dames de Montmère, les religieuses bénédictines de Montmère. Mais à Montmère, tout a disparu. Je ne sais pas si vous interrogez les habitants, ils vont vous dire le couvent était par là. Peut-être, hein, les vieux, hein. Peut-être. Mais c'est tout a disparu. Donc, on va passer donc, à l'époque de Napoléon. Et excusez-moi, Oui. Bertrand Barrère, il faisait partie du directoire, non? C'est ça? Ah non, Non? ah non, non. Il fait partie du régime de la terreur. Hein. Après, non. Et Il a disparu. Et après, non, vous avez le 7e Thermidor, la Robespierre qui est renversé, et on arrête à la terreur. Oui. Et on poursuit les anciens dirigeants. Hein. Donc il est obligé de se cacher. Enfin, À partir de là, il s'est exilé. non, il a été proscrit ensuite. Non, il ne s'est pas exilé, non. Mais il s'est caché. Je ne sais pas s'il n'était pas à Nantes, quelque chose comme ça, à La Rochelle, je ne sais plus. Enfin, ça peut se trouver facilement. Hein. Alors, toujours est-il que l'arrivée des nouveaux régimes dans le consulat, d'abord, eh bien, et puis ensuite l'Empire, ça va apporter une certaine paix. La paix civile, ça ne veut pas dire absolument la paix politique, hein, mais la paix civile, en tous les cas la paix religieuse, parce que toutes les mesures extrêmes ont été supprimées. Vous voyez? Donc, 1812, mais là on est en plein dans l'Empire, hein, la loge de Tarbes fête la Saint-Napoléon. Dans la même journée, 16 août 1812, messieurs les francs-maçons de Tarbes s'étaient réunis pour célébrer la Saint-Napoléon dans un banquet fraternel, à la suite duquel la loge fut illuminée avec goût et magnificence.
une superbe colonne surmontée d'un globe et offrant en transparent tous les emblèmes de l'ordre portait l'inscription sacramentelle, etc., etc. Donc, ça veut dire que même les francs-maçons, qui sont réputés pour leurs idées libérales, tout ça, hein, eh bien, ils font l'apologie de Napoléon. Ils participent donc au culte de l'empereur, vous voyez. Peut-être qu'ils n'ont pas trop le choix non plus. Mais... Alors, vous savez que l'une des réformes de Napoléon, ça a été de créer les préfets. Alors, quand les premiers préfets arrivent dans le département, le premier s'appelle Lannes, et c'est le frère, je crois, le frère cadet du maréchal Lannes, un grand militaire. Et donc, il est resté que quelques temps, très peu de temps, parce que il est impliqué dans une affaire de prévarication au niveau des stations thermales. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais enfin, on peut retrouver les détails. Il est obligé de partir et il est remplacé par un préfet qui va être quand même un bon préfet et qui s'appelle Chazal. C-H-E-A-Z-A-L. Et quand il arrive, la préfecture est vraiment dans un triste état. Vous vous rappelez qu'elle servait de magasin militaire. Hein? Alors, j'ai trouvé ici, citoyen ministre, les choses dans un bien triste et bien fâcheux état. Vous en êtes instruit sans doute. Le conseiller qui m'a installé, le citoyen Vergès, me montrait le lendemain de mon arrivée le jardin de la préfecture, qui n'a reçu aucune culture depuis 2 ans et où l'herbe a cru jusqu'à mi-jambe. Il me dit, c'est l'image de cette administration. Tout est à créer ici, à commencer par l'habitation et le mobilier d'un préfet. Et vous savez que l'honneur de cette magistrature y a beaucoup souffert. Il faudra du temps, citoyen ministre, pour relever l'administration et la bien monter dans un pays où les instruments nous manquent. Voilà. Donc, portes et fenêtres, notamment, manquent ou sont complètement dégauchis. Enfin, et puis l'état des lieux, l'intérieur laisse à désirer, évidemment, après une occupation militaire, même s'il s'agit de magasins. Alors ce préfet Chazal est un bon préfet, hein. Il va rester très longtemps. Pardon, je crois que... Voilà, quel est le rôle du préfet? Le rôle essentiel, c'est d'assurer la conscription. N'oubliez pas que l'Empire, il est constamment en guerre. Pratiquement, depuis le début où Napoléon s'est fait couronner empereur, eh bien, la guerre sévit de tous les côtés. Jusqu'à Moscou, là-bas, hein, vous le savez. Donc, l'une des priorités des préfets, c'est d'assurer la levée des conscrits. Parce qu'il y a des conscriptions chaque année, et ça, dans les Hautes-Pyrénées, ça marche plutôt mal. En plus, il y a de temps en temps des levées extraordinaires. Il faut remplacer les soldats qui sont tués. Hein. Donc des levées extraordinaires, parfois
on lève les conscrits par anticipation. Ils n'ont pas 20 ans, ils en ont 19, mais on les lève quand même, etc., etc. Donc, pourquoi ça marche mal dans les Hautes-Pyrénées? Eh bien, parce que nous sommes un département frontalier et qu'un certain nombre de conscrits préfèrent émigrer en Espagne que de partir à l'armée. Il faut dire que c'était pas rien d'être soldat à l'époque. Le soir où se déroule la fête, à partir de 20 h, les feux de joie sont allumés. Des lanternes de couleur illuminent la mairie et la préfecture. Là, sous l'œil vigilant du premier magistrat du département, les honneurs sont rendus à l'empereur sous forme de discours et de toasts. Lorsque la soirée a lieu l'été, le préfet fait dresser la table sur la terrasse de la préfecture face aux Pyrénées. L'épouse de Chazal, et si la commémoration s'y prête, ces jeunes enfants participent à la réunion symbolisant la famille impériale que l'on célèbre. Il y aura dans mon hôtel ce soir grand cercle, grand banquet et bal paré, annonce le préfet au ministre en mars 1811. Nous porterons des toasts à l'empereur et à l'impératrice, et mon jeune fils sur les genoux de sa mère en portera un au roi de Rome. Curieux de voir évoluer ces privilégiés, les tarbés qui se pressent aux abords de la préfecture peuvent lire en lettres de feu sur le frontispice de l'hôtel le motif de la réjouissance. En 1812, par exemple, au grand Napoléon, couronné empereur le 2 décembre 1804, vainqueur à Austerlitz, à pareil jour 1805, libérateur de la Pologne, sauveur de l'Europe civilisée, entré triomphant à Moscou le 14 septembre 1812. Mais vous savez que le retour a été moins glorieux. Donc là, il parle surtout de l'épisode de victoire. Hein. Mais après, ça va dégringoler de partout. Vous savez, il sera battu de partout. Hein. Jusqu'à ce que on retrouve les ennemis des Hautes-Pyrénées, l'armée de Wellington qui commande l'armée alliée, qui est remontée depuis le Portugal, hein, voyez, et qui va se trouver sur le territoire français à 2 pas de notre département. Et même des combats, des escarmouches quand même, hein, ont lieu dans les Hautes-Pyrénées. Donc, là, il glorifie surtout le triomphateur, hein, le vainqueur. Austerlitz, bien sûr, c'est sa plus belle victoire. Hein. Et puis Napoléon est venu à Tarbes même, vous vous rendez compte? Je crois d'ailleurs qu'il n'a pas trouvé la ville à son goût. Je me rappelle plus ce qu'il a dit, mais c'était pas gentil. Ah, Oh. oh. La commune des Baux avait construit sur la côte de Gers une pyramide en pierre de 40 pieds d'élévation, présentant sur ses faces des inscriptions analogues aux circonstances. Des enfants habillés en mamelouks. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de la campagne d'Égypte. Des enfants habillés en mamelouks entouraient ce monument de forme égyptienne qui rappelait des souvenirs glorieux auxquels Sa Majesté ne fut pas insensible. Plus de 3000 personnes, quand même, plus de 3000 personnes étaient rassemblées sur le plateau. C'est le plateau de Gers. Tout à coup s'élancèrent d'un bois voisin les troupes des ballades de l'arrondissement d'Argelès, précédées de leurs instruments champêtres. Chaque baladeur agitait un drapeau, ils entourèrent la voiture de leur majesté et commencèrent ces danses originales qu'une antique tradition a conservées dans les vallées de ces montagnes. Vous voyez comme c'est beau, oui.
C'est presque idyllique. Cependant, la plaine de l'Adour se déployait dans toute sa beauté, rafraîchie par la pluie de la nuit précédente. Les nuages, en se dissipant au moment où le cortège parut sur le haut de la côte de Gers, permirent aux rayons de soleil d'éclairer quelques parties du paysage et d'ajouter à la variété par ce contraste accidentel d'ombre et de points lumineux. On dirait que le ciel est avec lui. L'étendue, la fraîcheur, la culture, les nombreux villages de cette campagne de Tarbes fixèrent le regard des augustes voyageurs qui manifestèrent d'une manière non équivoque le plaisir qu'ils éprouvaient. Je vous signale quand même, c'est le journal des Hautes-Pyrénées de l'époque. Il y en a eu très peu d'exemplaires, mais c'est à l'époque de Chazal, et le journal des Hautes-Pyrénées, c'est à la gloire l'empereur aussi. Hein. Inutile de le dire. Alors, la suite, c'est le récit de Bertrand Barrère. Et lui, c'est pas du tout la même chose. Quand l'empereur vint à Tarbes où j'étais, je me gardais bien de me présenter à la préfecture, où tous les habitants notables s'empressèrent d'aller le saluer. Je me contentais de voir son passage sur la grande place du marché, où les habitants des campagnes, qui sont francs et peu timides, qui savent bien qu'un empereur n'est qu'un homme, l'abordèrent familièrement et touchèrent ses habits et ses bottes. Il en eut quelques frayeurs et il demanda à M. de Noé, commandant de la garde d'honneur de Tarbes, ce que lui voulaient ces gens-là. « Soyez tranquille, votre majesté est entourée de braves gens. » Ils expriment leur joie à leur manière. L'empereur alors se mit à galoper avec les généraux Lannes, Duroc et d'autres militaires qui l'accompagnaient jusqu'à la patte d'oie, où 3 routes se réunissent au bout du pont de l'Adour. Il me tardait que Sa Majesté fût partie parce qu'elle donnait à notre ville un mouvement inaccoutumé. Elle nous quitta après minuit et se dirigea vers Auch, Toulouse, Montauban, Agen et Bordeaux pour retourner par la Loire inférieure à Paris. En fait, Bertrand Barrère n'est pas, comment dire, dans les petits papiers de Napoléon. De toute façon, il a essayé de faire un journal contre l'hégémonie anglaise de l'époque, notamment sur les mers. Bon, ça n'a pas dû marcher beaucoup, puisqu'il n'est pas très content là. Hein. Donc, en tout cas, ça le laisse indifférent parce qu'il n'espère plus une pension de Napoléon, bien sûr. L'époque napoléonienne, maintenant, vous voyez, la paix civile, hein, retour à la paix civile et religieuse. Cependant, le clan Barrère cherche toujours à dominer la vie politique locale. L'ambition de la famille Barrère-d'Ambarère est d'envahir toutes les places, de dominer complètement dans ce pays, dit le préfet Chazal en 1811. Contre lui, le préfet constitue une coalition autour du sénateur Perret. Parce que vous connaissez la tactique de Napoléon. Il y a des élections, il y a des assemblées, mais il y en a beaucoup avec des pouvoirs limités. Pour éviter toute querelle supplémentaire, l'évêché de Tarbes est supprimé. Et on a un très grand évêché de Bayonne à cette époque-là. Il n'y en a pas dans les Pyrénées-Atlantiques, enfin, en dehors de Bayonne, il n'y en a pas dans le Béarn, si vous voulez. L'Escar n'est plus actif Pardon? L'Escar ne joue plus ce rôle? Non. D'accord. Supprimé comme tel. D'accord. Vous savez qu'il y avait 140 évêchés sous l'Ancien Régime et qu'il n'y a quand même que 90 départements en gros.
Donc on a supprimé beaucoup d'évêchés déjà. Les prêtres deviennent des relais du pouvoir aussi. Hein. Jureurs et réfractaires doivent cohabiter à ce moment-là. Et surtout, les prêtres deviennent des relais du pouvoir. On cite un prêtre de la région, c'est pas à Tarbes, je crois pas, un prêtre de la région qui a lu en chair, dit-on, le communiqué de l'empereur qu'il faisait paraître sur une feuille, sur un journal aussi, hein. Mais il le lit en chair, hein, à ses oreilles. Donc c'est vraiment le culte de l'empereur partout. Et Tarbes est devenue une préfecture depuis 1800. Donc nous avons un préfet et nous allons avoir une administration préfectorale, ce qui n'est pas rien. Au début, c'est très peu de choses, hein. Mais ensuite, ça va s'étoffer. Ah, pardon, je suis revenu en arrière, ça me gêne. Donc, les nouvelles fonctions administratives de Tarbes expliquent qu'elles se détachent nettement des villes du département. Vous voyez que Bagnères n'a que... donc, elle frôle à peu près les 8000 habitants en 1806, mais dépasse nettement Bagnères, 5639, et plus encore Lourdes, qui dépasse, à peine les 3000 habitants. La préfecture, donc on en a parlé, il faudra plusieurs années pour la remettre en état. Et c'est le Conseil général qui s'occupe, il s'appelle comme ça à l'époque, c'est le Conseil général qui s'occupe de voter les crédits pour la préfecture. Donc c'est un petit moyen de pression qu'a le Conseil général pour diminuer, mais très légèrement, les pouvoirs du préfet. Et les bâtiments scolaires, après l'épisode révolutionnaire, sont aussi dans une situation de délabrement critique, notamment l'école centrale, c'est-à-dire l'ancien collège des doctrinaires. Et Tarbes n'a pas droit à un lycée, contrairement à Pau. Alors on arrive à partir d'une institution privée à faire un collège communal juste avant 1810. Paradoxalement, il y a des progrès de l'alphabétisation, simplement parce que malgré tout, les curés ont fait leur boulot. Dans les campagnes, c'est surtout les curés qui font un embryon d'alphabétisation. Alors le préfet contrôle toute l'administration d'un département. Bien sûr, il a un rôle capital, hein, et beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. Vous savez qu'on a diminué son rôle. Hein. Mais surtout, ce qui compte, c'est la conscription et la propagande pour l'Empire. Mais voilà, on va s'arrêter là. Hein. Merci. Merci. Il nous reste quand même à dire un mot de la guerre, et ce sera très vite fait. On ne va pas faire le texte. Juste un mot pour finir ça. Hein. La guerre, eh bien, je vous l'ai expliqué, c'est l'armée de Wellington. Donc les conscrits, on en a parlé déjà, beaucoup préfèrent passer en Espagne. Et en 1813, les troupes coalisées sous la direction de Wellington sont dans les Basses-Pyrénées.
Alors, pour résister, on crée des cohortes urbaines à Tarbes et à Bagnères, une de légion en 1814 qui stationne à Tarbes, et cela fait craindre des combats dans la ville, bien sûr. Et en mars 1814, donc Soult stationne dans le département, dans le nord, à la tête d'une armée en retraite et qui est en piteux état. Panique à Tarbes, et les accrochages auront lieu à Oléac-des-Battes et vers Piétade avec l'armée de Wellington. Commence alors, pour les Tarbais, l'armée de Wellington sera victorieuse à côté de Toulouse, en fait. Et commence alors l'occupation avec son lot de vicissitudes et notamment de réquisitions. Dès que l'armée arrive là, et Wellington installe son quartier général en face de Jeanne d'Arc. Vous voyez, au début de la route de Vic. Et dans les réquisitions, il demande dans un délai très court tant de kilos de pain, enfin il faut nourrir l'armée étrangère. Voilà, bon, on arrête là. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.